présente Le jeu de la dame de Walter Tevis, lu par Garance Thénault. Afin que les tours sans toit brûlent et que les hommes se souviennent de ce visage, marchez doucement si marcher vous devez en ce lieu solitaire. Elle pense, pour un quart femme et pour trois quarts enfant, que personne ne regarde. Ses pieds font une danse de gitane apprise dans la rue. Comme une mouche aux longues pattes posée sur la rivière, son esprit se meut sur le silence. William Butler Yeats, La mouche aux longues pattes. La jeune femme que Yeats met en scène dans cette strophe est Hélène, fille mythique de Zeus et de Léda, et les tours sans toit, destinées à brûler, sont celles de Troie. Chapitre 1. Bess apprit la mort de sa mère de la bouche d'une femme qui tenait un bloc-notes. Le lendemain, son portrait parut dans le Herald Leader. La photo, prise sur la terrasse de la maison grise de Maplewood Drive, montrait Bess vêtue d'une robe de coton toute simple. À l'époque déjà, elle était tout à fait quelconque. Une légende sous la photo disait « Rendue orpheline par le carambolage d'hier sur la New Circle Road, Elizabeth Harmon pose son regard sur un avenir incertain. Elizabeth, 8 ans, se retrouve sans famille suite à cet accident qui a fait 2 morts et plusieurs blessés. Seule chez elle au moment des faits, Elizabeth a appris la nouvelle peu avant que l'on ne prenne cette photo. On s'occupera bien d'elle, disent les autorités. Au foyer Methuen de Mount Sterling, dans le Kentucky, Bess recevait un tranquillisant 2 fois par jour. On en donnait de même à tous les autres enfants pour réguler leur caractère. Le caractère de Bess était correct, pour ce que chacun pouvait en voir, mais elle était contente de prendre son petit cachet. Ça desserrait quelque chose de profond dans son ventre, et ça l'aidait à laisser filer les heures tendues de l'orphelinat dans un état de demi-sommeil. Monsieur Ferguson leur donnait les cachets dans un petit gobelet en carton. En plus des verts qui régulaient le caractère, il y en avait des oranges et des marrons pour se bâtir un corps solide. Les enfants devaient faire la queue pour les avoir. La plus grande des filles était Jolene, la noire. Elle avait 12 ans. À son 2e jour, Bess se trouva derrière elle dans la queue des vitamines et Jolene se retourna et la regarda de haut en faisant les gros yeux. « T'es une vraie orpheline ou une bâtarde ?» Bess ne sut pas quoi dire. Elle était terrifiée. Elles étaient en bout de queue et Bess était censée rester là jusqu'à ce qu'elles arrivent au guichet où M. Ferguson se tenait. Elle avait entendu sa mère traiter son père de bâtard, mais elle ne savait pas ce que ça voulait dire. « C'est quoi ton nom, petite ?» demanda Jolene. « Bess. »« Ta mère est morte? Et ton père, qu'est-ce qu'il a ?» Bess la fixa. Les mots « mère » et « morte » étaient insupportables. Elle voulait fuir, mais elle n'avait nulle part où fuir. « T'es vieux ?» dit Jolene, d'une voix non dénuée de compassion. « Ils sont morts ?» Bess ne trouvait rien à dire, rien à faire. Elle resta dans la queue, terrifiée, à attendre les cachets. « Bande de susbites cupides !» C'était Ralph qui avait crié ça, dans l'aile des garçons. Elle l'avait entendu parce qu'elle était dans la bibliothèque et qu'il y avait une fenêtre qui donnait sur ce bâtiment. Elle n'avait aucune image mentale de ce qu'était un susbite, et le mot était étrange. Mais à l'entendre, elle savait que Ralph se ferait laver la bouche au savon pour l'avoir prononcé. On le lui avait fait pour avoir dit fichu, et sa mère disait tout le temps fichu. Le coiffeur lui demanda de rester parfaitement immobile sur son fauteuil. « Si tu bouges, tu risques de perdre une oreille. » Il n'y avait rien de jovial dans sa voix. Bess se tint aussi bien qu'elle pouvait, mais il était impossible de rester parfaitement immobile. Le coiffeur mit très longtemps à lui couper les cheveux avec la frange qu'elle portait toute. Elle essaya de s'occuper en pensant à ce mot, susbite. Les seules images qui lui venaient étaient celles d'un oiseau du genre gobe-mouche, mais elle sentait que ce n'était pas ça. L'homme à tout faire était plus gros d'un côté que de l'autre. Il s'appelait Scheibel, Monsieur Scheibel. Un jour,
On envoya Bess au sous-sol nettoyer les brosses à table noire en les claquant l'une contre l'autre, et elle le trouva assis sur un tabouret en métal près de la chaudière, le regard soucieux rivé sur un damier vert et blanc posé devant lui. Mais en lieu et place des dames, se dressaient des petites figurines en plastique aux formes étranges. Certaines étaient plus grandes que d'autres. Les plus petites étaient les plus nombreuses. L'homme à tout faire leva les yeux vers elle. Elle fila sans rien dire. Le vendredi, catholique ou pas, tout le monde mangeait du poisson. On le servait carré, couvert d'une panure marron sombre toute sèche et nappé d'une épaisse sauce orange d'allure industrielle. La sauce était sucrée et immonde, mais le poisson qu'elle cachait était pire. Son goût lui donnait des hauts-le-cœur. Mais vous deviez tout manger sans quoi Madame Dierdorf l'apprendrait et vous ne seriez pas adopté. Certains enfants se faisaient adopter tout de suite. Une fillette de 6 ans, du nom d'Alice, était arrivée 1 mois après Bess, et elle fut adoptée au bout de 3 semaines par des gens qui avaient l'air gentils et avaient un accent. Ils avaient traversé le bâtiment le jour où ils étaient venus chercher Alice. Bess avait eu envie de se jeter à leur cou parce qu'il lui paraissait heureux, mais elle s'était détournée quand il l'avait regardé. D'autres enfants étaient là depuis longtemps et savaient qu'ils ne partiraient jamais. Ils s'appelaient eux-mêmes les perpètes. Bess se demandait si elle était une perpète. La gym, c'était horrible, et le volley-ball, c'était le pire. Bess n'arrivait jamais à frapper la balle correctement. Elle la fouettait violemment ou la poussait avec des doigts tout raides. Un jour, elle s'était tellement fait mal aux doigts qu'il avait enflé après. La plupart des filles riaient et criaient quand elle jouait. Mais Bess, non, jamais. Jolene était de loin la meilleure joueuse. Ce n'était pas juste qu'elle était plus âgée et plus grande, elle savait toujours exactement quoi faire, et quand le ballon passait haut au-dessus du filet, elle pouvait se placer sous lui sans avoir à crier aux autres de lui dégager le passage. Puis elle sautait et smatchait d'un mouvement de bras long et fluide. L'équipe qui avait Jolene gagnait toujours. La semaine qui suivit le jour où Bess s'était blessée au doigt, Jolene l'arrêta à la fin du cours de gym quand tout le monde se ruait vers les douches. « Je vais te montrer un truc, » dit Jolene. Elle leva les mains avec ses longs doigts grands ouverts et légèrement fléchis. « C'est comme ça qu'il faut faire. » Elle plia les coudes, puis poussa doucement ses mains vers le haut, autour d'un ballon imaginaire. « Essaie !» Bess essaya, d'abord maladroitement. Jolene lui remontra en riant. Bess réessaya plusieurs fois de suite et y arriva mieux. Puis Jolene prit la balle et la lança à Bess pour qu'elle l'attrape avec le bout des doigts. Après quelques essais, la chose devint facile. « Maintenant, tu t'entraînes à faire ça, d'accord ?» dit Jolene avant de courir vers la douche. Bess s'y entraîna au cours de la semaine suivante, et après ça, le volley-ball cessa de la déranger. Elle n'y devint pas bonne, mais ce n'était plus une chose qu'elle redoutait. Tous les mardis, après l'arithmétique, Mademoiselle Graham envoyait Bess nettoyer les brosses au sous-sol. C'était considéré comme un honneur, et Bess était la meilleure élève de la classe, bien qu'elle fût la plus jeune. Elle n'aimait pas le sous-sol. Ça sentait le moisi, et elle avait peur de M. Scheibel. Mais elle voulait en savoir plus sur ce jeu auquel il jouait seul sur sa petite table. Un jour, elle alla se mettre à côté de lui, et attendit qu'il bouge une pièce. Celle qu'il touchait était celle qui avait une tête de cheval sur un petit piédestal. Au bout d'une seconde, il leva les yeux vers elle d'un air irrité. « Qu'est-ce que tu veux, petite ?» dit-il. Normalement, elle fuyait tout contact humain, surtout avec des adultes, mais cette fois-ci, elle ne recula pas. « Comment s'appelle ce jeu ?» demanda-t-elle. Il la fixa du regard. « Tu devrais être en haut avec les autres. » Elle soutint son regard. Quelque chose chez cet homme, et dans la régularité avec laquelle il jouait à son jeu mystérieux, l'aidait à ne pas renoncer à ce qu'elle voulait. « Je n'ai pas envie d'être avec les autres, » dit-elle. « Je veux savoir à quel jeu vous jouez. » Il la regarda plus attentivement. Puis il haussa les épaules. « Ça s'appelle les échecs. » Une ampoule nue pendait à un fil noir entre M. Scheibel et la chaudière. Bess faisait bien attention à ce que l'ombre de sa tête ne tombe pas sur l'échiquier. C'était dimanche matin. Il y avait le service religieux en haut, dans la bibliothèque, et elle avait levé la main pour demander la permission d'aller aux toilettes, puis elle était descendue au sous-sol. Cela faisait 10 minutes qu'elle regardait l'homme à tout faire jouer aux échecs. Ni elle ni lui n'avaient parlé, mais il semblait accepter sa présence.
Il fixait les pièces pendant des minutes et des minutes, sans bouger, les regardant comme s'il les haïssait, puis il tendait la main au-dessus de son gros ventre, attrapait une pièce du bout des doigts, par le haut, la tenait un instant comme s'il eût tenu une souris morte par la queue, puis la posait sur une autre case. Il ne levait pas les yeux vers Bess. Bess maintenait l'ombre noire de sa tête devant ses pieds sur le sol en ciment et regardait l'échiquier, sans jamais détourner les yeux, scrutant chaque coup. Elle avait appris à cacher ses calmants pour les garder jusqu'au soir. Ça l'aidait à dormir. Elle mettait le cachet oblong dans sa bouche quand M. Ferguson le lui donnait, puis le faisait passer sous sa langue, prenait la gorgée de jus d'orange en boîte qu'on leur donnait avec le cachet, avalait, et quand M. Ferguson était passé à l'enfant suivant, elle prenait le cachet dans sa bouche et le glissait dans la poche de sa blouse. Les cachets avaient une enveloppe dure qui ne fondait pas le temps qu'elle les gardait sous la langue. Pendant les 2 premiers mois, elle avait très peu dormi. Allongée immobile, les yeux obstinément fermés, elle essayait. Mais elle entendait les filles des autres lits tousser ou se tourner ou marmonner, ou bien c'était un surveillant de la nuit qui arpentait le couloir et son ombre passait sur son lit. Et Bess la voyait, même les yeux fermés. Un téléphone sonnait au loin ou c'était une chasse d'eau que quelqu'un actionnait, mais le pire de tout, c'était quand elle entendait des voix parler au guichet tout au bout du couloir. Même quand l'aide-soignant parlait très doucement et très gentiment au surveillant de nuit, Bess se trouvait immédiatement tendue et parfaitement éveillée. Son estomac se nouait, un goût de vinaigre lui montait à la bouche, et elle pouvait dire adieu au sommeil pour cette nuit-là. Maintenant, elle se nichait dans son lit, s'autorisait à éprouver les frissons que lui suscitait la tension de son ventre, sachant qu'elle ne tarderait pas à disparaître. Elle attendait comme ça dans le noir, seule, s'étudiante elle-même, jusqu'à ce que la tourmente en elle atteigne son apogée. Là, elle avalait les 2 cachets, puis s'allongeait de nouveau et attendait que le soulagement se répande dans son corps comme les vagues d'une mer chaude. « Vous voulez bien m'apprendre ?» M. Scheibel ne répondit pas, ne prit même pas acte de la question d'un mouvement de tête. En haut, des voix lointaines chantaient « Bringing in the sheaves ». Elle attendit plusieurs minutes. Sa voix se brisa presque sous l'effort qu'elle dut faire, mais elle força tout de même les mots à sortir. « Je veux apprendre à jouer aux échecs. » M. Scheibel tendit une grosse main vers une des plus grandes pièces noires, l'attrapa habilement par la tête et la reposa sur une case à l'autre bout de l'échiquier. Il ramena sa main et croisa les bras sur sa poitrine. Il ne regardait toujours pas Bess. « Je ne joue pas avec des inconnus. » La voix sèche lui fit l'effet d'une claque. Bess tourna les talons et s'en alla, remontant l'escalier avec un vilain goût dans la bouche. « Je ne suis pas une inconnue, » lui dit-elle 2 jours plus tard. « J'habite ici. » Derrière sa tête, un petit papillon de nuit voltait autour de l'ampoule nue, et son ombre pâle traversait l'échiquier à intervalles réguliers. « Vous pouvez m'apprendre? J'ai déjà appris des choses en vous regardant. Les filles ne jouent pas aux échecs. » La voix de M. Scheibel était sèche. Elle prit son courage à 2 mains et s'avança d'un pas, puis montra, sans la toucher, une des pièces cylindriques qu'elle avait déjà baptisées les canons dans sa tête. Celle-là, elle bouge de haut en bas et de droite à gauche, aussi loin qu'elle le veut, tant qu'il y a de la place. M. Scheibel resta silencieux quelques instants, puis il montra celle qui avait, en haut, ce qui ressemblait à un citron coupé en 2. « Et celle-ci ?» Son cœur bondit. « Elle bouge en diagonale. » Vous pouviez accumuler des cachets en n'en prenant qu'un seul le soir et en conservant l'autre. Bess rangeait ceux qu'elle gardait dans sa boîte à brosse à dents où personne ne regarderait jamais. Elle devait juste faire attention à sécher soigneusement sa brosse à dents avec une serviette en papier après chaque utilisation, ou à ne pas s'en servir et se brosser les dents avec son doigt. Ce soir-là, pour la première fois, elle prit 3 cachets, l'un après l'autre. Des petits picotements lui parcoururent la nuque. Elle avait découvert quelque chose d'important. Elle laissa la tiédeur l'envahir, allongée sur son lit dans son pyjama bleu passé, à la pire place de toute l'aile des filles, près de la porte du couloir et en face des lavabos. Quelque chose dans sa vie avait trouvé réponse. Elle savait comment les pièces d'échecs s'appelaient, comment elles se déplaçaient et comment elles prenaient, et elle savait quoi faire pour se sentir bien dans son ventre
et dans les articulations tendues de ses bras et de ses jambes avec les cachets que l'orphelinat lui donnait. « D'accord, petite, » dit M. Scheibel. « Maintenant on peut jouer aux échecs. Je prends les blancs. » Elle avait les brosses. C'était après l'arithmétique, et la géographie commençait dans 10 minutes. « Je n'ai pas beaucoup de temps, » dit-elle. Elle avait appris tous les mouvements le dimanche précédent, pendant l'heure du service religieux, durant laquelle elle pouvait descendre au sous-sol. Personne ne remarquait jamais son absence au service, tant qu'elle s'y montrait au début, à cause du groupe de filles qui venaient de la maison des enfants à l'autre bout de la ville. Mais la géographie, c'était différent. Elle était terrifiée par M. Schell, bien qu'elle fût la meilleure de la classe. L'homme à tout faire parlait d'une voix sèche. « C'est maintenant ou jamais, » dit-il. « J'ai cours de géographie. »« Maintenant ou jamais. » Elle ne réfléchit qu'une seconde avant de se décider. Elle avait vu une vieille caisse à bouteilles de lait derrière la chaudière. Elle la traîna de l'autre côté de l'échiquier, s'assit et dit « Jouez ». Il la battit en 4 coups, en lui faisant ce qu'elle apprendrait plus tard être le coup du berger. La partie fut rapide, mais pas assez rapide pour l'empêcher d'arriver en géographie avec 15 minutes de retard. Elle dit qu'elle était aux toilettes. M. Schell se tenait à son bureau, main sur les hanches. Il observa la classe. « Jeune fille, l'une d'entre vous a-t-elle vu cette jeune fille dans les toilettes des filles ?» Il y eut des gloussements étouffés. Aucune main ne se leva, pas même celle de Jolene, bien que Bess eût menti pour elle à 2 reprises. « Et combien d'entre vous sont allés aux toilettes avant le cours ?» Il y eut d'autres gloussements et 3 mains levées. « Et l'une d'entre vous y a-t-elle croisé Bess? En train de laver ses jolies mains, peut-être ?» Il n'y eut pas de réponse. M. Schell se retourna vers le tableau, où il avait écrit la liste des exportations de l'Argentine, et ajouta le mot « argent ». Pendant un moment, Bess crut que l'affaire était close. Mais ensuite il parla, le dos vers la classe. « 5 mauvais points, dit-il. Quand vous aviez 10 mauvais points, on vous fouettait les fesses à coups de lanière de cuir. Bess n'avait éprouvé cette lanière qu'en imagination. Mais son imagination s'enfla un instant de la vision d'une douleur semblable à celle du feu sur les parties douces de son anatomie. Elle porta une main à son cœur, tâtant le fond de la poche de poitrine de sa blouse, en quête du cachet du matin. La peur s'amenuisa de façon perceptible. Elle visualisa sa boîte à brosse à dents, longue et rectangulaire, en plastique. Elle contenait maintenant 4 cachets supplémentaires, là-bas, dans le tiroir de la petite table métallique calée contre son lit. Ce soir-là, elle était allongée sur le dos dans son lit. Elle n'avait pas encore pris le cachet dans sa main. Elle écoutait les bruits de la nuit et remarqua qu'ils lui semblaient de plus en plus sonores à mesure que ses yeux s'habituaient à l'obscurité. Au bout du couloir, M. Byron commença à parler avec Mme Holland au guichet. Ce son fit se tendre le corps de Bess. Elle cligna des yeux, regarda le plafond noir au-dessus d'elle et se força à y voir l'échiquier avec ses cases vertes et blanches. Puis elle plaça les pièces sur leurs cases de départ. Tour, cavalier, fou, dame, roi, et la rangée de pions devant elle. Puis elle déplaça le pion du roi blanc jusqu'au 4e rang. Elle avança le pion du roi noir. Elle pouvait le faire, c'était facile. Elle continua, rejouant la partie qu'elle avait perdue. Elle amena le cavalier de M. Scheibel au 3e rang. Il se dressait là, très clair dans son esprit, sur l'échiquier vert et blanc du plafond du dortoir. Les bruits s'étaient déjà atténués pour ne plus former qu'un arrière-plan neutre et harmonieux. Bess jouait aux échecs, allongée dans son lit, et elle était heureuse. Le dimanche suivant, elle comptera le coup du berger avec le cavalier de son roi. Elle avait rejoué cette partie 100 fois dans sa tête, purgeant petit à petit chaque coup de toute colère et de toute humiliation, jusqu'à ce que l'échiquier redevienne parfaitement clair dans sa vision nocturne. Lorsqu'elle arriva le dimanche pour jouer contre M. Scheibel, elle avait tout prévu, et elle déplaça son cavalier comme dans un rêve. Elle adorait le contact de cette pièce, la tête de cheval miniature qu'elle sentait dans sa main. Lorsqu'elle posa le cavalier sur la case, l'homme à tout faire le regarda d'un air furieux. Il prit sa dame par la tête et s'en servit pour mettre le roi de Bess en échec. Mais Bess avait aussi prévu ça. Elle l'avait vu dans son lit la veille au soir.
Il fallut à Monsieur Scheibel 14 coups pour piéger sa dame. Elle essaya de continuer à jouer, sans dame. Elle essaya d'ignorer cette perte fatale, mais il tendit le bras et empêcha sa main de toucher le pion qu'elle s'apprêtait à déplacer. « Maintenant tu abandonnes, » dit-il. Sa voix était rude. « J'abandonne ?»« C'est ça, petite. Quand on perd sa dame comme ça, on abandonne. » Elle le regarda dans les yeux. Elle ne comprenait pas. Il lâcha sa main, attrapa son roi noir et l'allongea sur l'échiquier. Il roula un moment d'avant en arrière, puis se stabilisa. « Non, » dit-elle. « Si, tu dois abandonner. » Elle eut envie de le frapper avec quelque chose. « Vous ne m'avez pas dit ça quand vous m'avez expliqué les règles. »« Ce n'est pas une règle, c'est du fair-play. » Elle comprit ce qu'il voulait dire, mais cela ne lui plaisait pas. « Je veux finir, » dit-elle. Elle releva le roi et le replaça sur sa case. « Non, vous devez finir, » dit-elle. Il haussa les sourcils et se leva. Elle ne l'avait jamais vu se tenir debout dans le sous-sol. Seulement en haut, dans les couloirs quand il balayait, ou dans les classes quand il nettoyait les tableaux noirs. Il devait se tenir légèrement voûté pour ne pas se cogner la tête aux poutres du plafond bas. « Non, » dit-il, « tu as perdu. » Ce n'était pas juste. Elle se fichait du fair-play. Elle voulait jouer et gagner. Elle voulait gagner plus qu'elle n'avait jamais rien voulu de sa vie. Elle prononça des mots qu'elle n'avait pas prononcés depuis la mort de sa mère. « S'il vous plaît. »« La partie est finie, » dit-il. Elle le regarda d'un air furieux. « Espèce de sale !» Il laissa ses bras tomber le long de son corps et dit lentement. « C'est fini, les échecs. Va-t'en. » Si seulement elle était plus grande, mais elle ne l'était pas. Elle se leva de l'échiquier et se dirigea vers l'escalier, pendant que l'homme à tout faire la regardait sans rien dire. Le mardi, lorsqu'elle arriva au fond du couloir avec ses brosses, elle trouva la porte du sous-sol fermée à clé. Elle la poussa 2 fois avec sa hanche, mais elle ne bougea pas. Elle frappa, d'abord doucement, puis bruyamment, mais aucun son ne lui parvint de l'intérieur. C'était horrible. Elle savait qu'il était là, assis devant l'échiquier, et qu'il était juste en colère à cause de la dernière fois, mais elle ne pouvait rien y faire. Lorsqu'elle rapporta les brosses, Mademoiselle Graham ne remarqua même pas qu'elle n'avait pas été nettoyée, ni que Bess était revenue plus vite que d'habitude. Le jeudi, elle était sûre que ce serait pareil, mais ça ne l'était pas. La porte était ouverte, et lorsqu'elle descendit, M. Scheibel se comporta comme si de rien n'était. Les pièces étaient prêtes. Elle se dépêcha de nettoyer les brosses, et elle s'assit devant l'échiquier. Le temps qu'elle s'y installe, M. Scheibel avait déplacé le pion du roi. Elle joua son pion du roi, l'avançant de 2 cases. Cette fois-ci, elle ne ferait aucune erreur. Il répondit à son coup rapidement, et elle répliqua immédiatement. Ils ne se parlaient pas, ils enchaînaient les coups. Bess sentait la tension, et elle aimait ça. Au 20e coup, M. Scheibel avança un cavalier alors qu'il n'aurait pas dû le faire, et Bess parvint à placer un pion au 6e rang. Il replia son cavalier. C'était un coup gâché, et elle éprouva un frisson en le regardant faire. Elle échangea son fou contre le cavalier. Puis, au coup suivant, elle avança encore son pion. Au coup d'après, il se changerait en dame. Il le regarda quelques instants, puis tendit la main d'un geste colérique, et coucha son roi. Ni l'un ni l'autre ne prononça un mot. C'était sa première victoire. Toute la tension avait disparu, et ce que Bess éprouvait maintenant à l'intérieur d'elle-même était plus magnifique que ce qu'elle avait jamais pu éprouver de toute sa vie. Elle découvrit qu'elle pouvait louper le déjeuner du dimanche sans que personne ne le remarque. Ça lui laissait 3 heures avec M. Scheibel jusqu'à ce qu'il rentre chez lui à 2h30. Ni lui ni elle ne parlaient. Il jouait toujours les blancs qui commençaient, et elle les noirs. Elle avait envisagé de lui demander de changer ça, mais s'était ravisée. Un dimanche, après une partie qu'il avait eu beaucoup de mal à gagner, il lui dit « Tu devrais apprendre la défense sicilienne. »« C'est quoi ?» lui demanda-t-elle d'un ton irrité. Elle ressentait encore la douleur de la défaite. Elle l'avait battu 2 fois au cours de la semaine écoulée. Quand les blancs avancent leur pion en dame 4, les noirs font ça. Il tendit le bras et avança le pion blanc de 2 cases, ce qui était presque invariablement son premier coup.
Puis il attrapa le pion qui se trouvait devant le fou de la dame noire et l'avança de 2 cases vers le milieu de l'échiquier. C'était la première fois qu'il lui montrait quoi que ce soit de ce genre. « Et ensuite ?» dit-elle. Il prit le cavalier du roi et le posa en dessous et à droite du pion. Cavalier en FR3. C'est quoi FR3? Fou du roi 3. C'est là que je viens de poser le cavalier. Les cases ont des noms? Il acquiesça d'un air impassible. Elle sentait qu'il était réticent à lâcher cette information, aussi minime fût-elle. Si tu joues bien, elles ont des noms. Elle se pencha en avant. Montrez-moi. Il la regarda de haut. Non, pas maintenant. Ça l'a mis en colère. Elle comprenait sans trop de mal qu'une personne veuille garder ses secrets. Elle gardait les siens. Néanmoins, elle avait envie de se pencher au-dessus de l'échiquier et de lui donner une claque et de le forcer à lui dire. Elle retint sa respiration. « C'est ça, la défense sicilienne ?» Il parut soulagé qu'elle laisse tomber la question des noms des cases. « C'est pas fini, » dit-il. Il poursuivit, lui expliquant les coups standards ainsi que quelques variantes, mais sans se servir du nom des cases. Il lui montra la variante Levenfish et la variante Najdorf et lui demanda de les reproduire, ce qu'elle fit sans la moindre erreur. Mais lorsqu'ils jouèrent ensuite une vraie partie, il avança son pion de la dame, et elle vit tout de suite que ce qu'il venait de lui apprendre ne servait à rien dans cette situation. Elle le fusilla du regard, et sentit que si elle avait eu un couteau, elle aurait pu le poignarder avec. Puis elle regarda de nouveau l'échiquier, et avança son propre pion de la dame, déterminée à le battre. Il avança le pion situé à côté de son pion de la dame, celui qui se trouvait devant le fou. Il faisait souvent ça. « Ça aussi, c'est un truc du même genre, comme la défense sicilienne ?» demanda-t-elle. « Une ouverture. » Il ne la regardait pas, ses yeux étaient rivés sur l'échiquier. « Ah oui ?» Il haussa les épaules. « C'est le gambit de la dame. » Elle se sentit mieux. Elle avait appris quelque chose de lui. Elle décida de ne pas prendre le pion offert pour conserver à l'échiquier toute sa tension. C'était ce qu'elle aimait. Elle aimait la puissance des pièces qui s'exerçaient selon des droites et des diagonales. En milieu de partie, quand il y avait des pièces partout, les forces qui s'entrecroisaient sur l'échiquier lui donnaient des frissons. Elle avança son cavalier du roi et sentit sa puissance se déployer. En 20 coups, elle lui prit ses 2 tours et il abandonna. Elle se tourna sur le flanc dans son lit, posa un oreiller sur sa tête pour se protéger de la lumière qui filtrait sous la porte du couloir, et commença à réfléchir à la façon dont on pouvait utiliser ensemble un fou et une tour pour mettre brutalement le roi en échec. Si vous bougiez le fou, le roi se trouvait en échec, et le fou devenait libre de faire ce qu'il voulait au coup suivant, y compris prendre la dame. Elle resta immobile un long moment à penser, tout excitée à cette attaque puissante. Puis elle repoussa l'oreiller, se remit sur le dos, convoqua l'échiquier au plafond et rejoua, l'une après l'autre, toutes les parties qu'elle avait jouées avec M. Scheibel. Elle vit 2 moments où elle aurait pu créer la configuration de la tour et du fou qu'elle venait d'inventer. Dans l'un d'eux, elle aurait pu l'imposer par une double menace, et dans l'autre, elle aurait sans doute pu la faire passer inaperçue. Elle rejoua ces 2 parties dans sa tête avec les nouveaux coups, et les gagna toutes 2. Elle se sourit joyeusement à elle-même, et s'endormit. La professeure d'arithmétique confia le nettoyage des brosses à un autre élève, arguant que Bess avait besoin de repos. Ce n'était pas juste, parce que Bess continuait à avoir d'excellentes notes en arithmétique, mais elle ne pouvait rien y faire. Elle restait assise en classe pendant que le petit rouquin sortait chaque jour de la salle avec les brosses, et elle faisait ses additions et soustractions absurdes d'une main tremblante. Son envie de jouer aux échecs devenait plus féroce de jour en jour. Le mardi et le mercredi, elle ne prit qu'un cachet et garda l'autre. Le jeudi, elle parvint à s'endormir après avoir joué aux échecs dans sa tête pendant environ 1 heure, et elle garda les 2 cachets de la journée. Elle refit la même chose le vendredi. Toute la journée du samedi, pendant qu'elle travaillait à la cuisine du réfectoire, et l'après-midi pendant le film chrétien projeté dans la bibliothèque, puis pendant la séance d'amendement personnel avant le dîner, elle pouvait s'autoriser à ressentir un petit pincement à chaque fois qu'elle le voulait, sachant qu'elle avait 6 cachets dans sa boîte à brosse à dents.
Ce soir-là, à l'extinction des feux, elle les avala tous, un par un, puis attendit. La sensation, lorsqu'elle vint, fut délicieuse. Une sorte de douceur simple dans son ventre et de relâchement de toutes les tensions qu'elle avait dans le corps. Elle se força à rester éveillée aussi longtemps que possible pour jouir de la chaleur qui l'envahissait, ce profond bonheur chimique. Le dimanche, lorsque M. Scheibel lui demanda où elle était passée, elle fut surprise de voir que ça l'intéressait. « Ils ne m'ont pas laissé quitter la classe, » dit-elle. Il acquiesça. L'échiquier était prêt, et à sa grande surprise, les blancs se trouvaient de son côté, et sa caisse à bouteilles de lait était déjà en place. « C'est moi qui commence ?» dit-elle incrédule. « Oui. À partir de maintenant, ce sera chacun son tour. C'est comme ça qu'on procède normalement. » Elle s'assit et avança le pion du roi. M. Scheibel avança son pion du fou de la dame sans dire un mot. Elle n'avait pas oublié les coups. Elle n'oubliait jamais le moindre coup. Il joua la variante Lavendish. Elle surveillait la longue diagonale dominée par son fou, la façon qu'il avait d'attendre avant de frapper. Et elle trouva un moyen de le neutraliser au 17e coup en sacrifiant son propre fou plus faible. Puis elle attaqua avec son cavalier, prit une tour et le mit mat au bout de 10 coups supplémentaires. C'était facile. Il s'agissait seulement de garder les yeux ouverts et de visualiser les différentes façons dont le jeu pouvait évoluer. Ce mat surprit M. Scheibel. Elle coinça le roi sur le rang du fond, tendant le bras très loin pour poser la tour bien joliment sur la case du mat. « Mat », dit-elle d'un ton neutre. M. Scheibel paraissait différent aujourd'hui. Il n'eut pas l'air furieux comme à chaque fois qu'elle le battait. Il se pencha en avant et dit « Je vais t'apprendre la notation. » Elle leva les yeux vers lui. « Les noms des cases. Je vais te les apprendre. » Elle cligna des yeux. « Ça y est? Je suis assez forte ?» Il ouvrit la bouche pour dire quelque chose mais s'arrêta. « Quel âge as-tu, petite ?» 8 ans. 8 ans? Il se pencha en avant aussi loin que son énorme bedaine lui permettait de le faire. « À dire la vérité, petite, tu es époustouflante. » Elle ne comprit pas ce qu'il voulait dire. « Excuse-moi, » dit M. Scheibel en tendant le bras pour attraper une petite bouteille presque vide posée par terre. Il pencha la tête en arrière et but. « C'est du whisky ?» demanda Beth. « Oui, petite, ne le dis pas. »« Je ne le dirai pas, » dit-elle. « Apprenez-moi les notations. » Il reposa la bouteille par terre. Beth la suivit des yeux un moment, en se demandant quel goût le whisky pouvait avoir, et quelle sensation cela faisait quand on en buvait. Puis elle redirigea ses yeux et son attention sur l'échiquier avec ses 32 pièces, qui exerçaient chacune sa propre force muette. Quelque part au milieu de la nuit, elle se réveilla. Quelqu'un était assis sur le bord de son lit. Elle se raidit. « Du calme !» murmura Jolene. « Ce n'est que moi. » Beth ne dit rien et se contenta d'attendre. « Je me disais que t'avais peut-être envie d'essayer quelque chose de marrant, » dit Jolene. Elle plongea une main sous le drap et la posa doucement sur le ventre de Beth. Beth était allongée sur le dos. La main ne bougea pas et le corps de Beth resta raide. « Sois pas si coincée, » murmura Jolene. « Ça fera pas mal. » Elle lâcha un petit rire. « Je suis juste excitée. Tu sais ce que c'est d'être excitée ?» Beth l'ignorait. « Détends-toi, c'est tout. Je vais juste te masser un peu. Ça va être bon, si tu veux bien. » Beth tourna la tête vers la porte du couloir. Elle était fermée. La lumière, comme toujours, passait par en dessous. Elle entendit des voix lointaines là-bas au guichet. La main de Jolene descendait lentement. Beth secoua la tête. « Non, » murmura-t-elle. « Chut, chut, » dit Jolene. Sa main descendit plus vite, et un doigt commença à la caresser de bas en haut. Ce n'était pas douloureux, mais quelque chose en Beth s'y opposait. Elle sentit qu'elle suait. « Ah, merde !» dit Jolene. « Je suis sûre que ça te fait du bien. » Elle se contorsionna pour se rapprocher un peu de Beth, prit sa main dans sa main libre et l'attira vers elle. « Touche-moi, toi aussi, » dit-elle. Beth laissa sa main devenir flasque. Jolene la guida sous sa chemise de nuit, jusqu'à ce que les doigts effleurent un lieu qui semblait chaud et moite. « Allez,
Vas-y, appuie un peu, murmura Jolene. L'intensité qu'il y avait dans ce murmure était effrayante. Bess obtempéra et appuya plus fort. Allez, trésor, murmura Jolene. Bouge-le, de bas en haut, comme ça. Elle commença à bouger son doigt sur Bess. C'était terrifiant. Bess caressa Jolene plusieurs fois en s'appliquant, en se concentrant sur le seul fait de le faire. Son visage était trempé de sueur, sa main libre s'agrippait au drap, le serrant de toutes ses forces. Puis le visage de Jolene toucha le sien, et Jolene avait le bras posé sur sa poitrine. « Plus vite !» murmura Jolene. « Plus vite !»« Non !» dit Bess à voix haute, terrifiée. « Non, je ne veux pas !» Elle retira sa main. « Bordel de merde !» dit Jolene à voix haute. Il y eut un bruit de course dans le couloir, puis la porte s'ouvrit. La lumière entra à flot. C'était une des surveillantes de nuit que Bess ne connaissait pas. La dame resta plantée là une longue minute. Tout était silencieux. Jolene était partie. Bess n'osait pas bouger pour voir si elle était retournée dans son lit. Enfin, la femme s'éloigna. Bess se retourna et vit la silhouette de Jolene dans son lit. Bess avait 3 cachets dans le tiroir. Elle les prit tous les 3. Puis elle s'allongea sur le dos et attendit que le vilain goût s'en aille. Le lendemain, au réfectoire, Bess se sentait mal parce qu'elle n'avait pas dormi. « Tu es la petite blanche la plus laide que j'ai jamais rencontrée », dit Jolene en un murmure de théâtre. Elle était venue rejoindre Bess dans la queue pour les petites boîtes de céréales. « Ton nez est laid et ton visage est laid et ta peau est comme du papier de verre, sale connasse de blanche merdique. » Jolene avança, tête haute, jusqu'aux œufs brouillés. Bess ne dit rien. Elle savait que c'était vrai. Roi, cavalier, pion. Il y avait assez de tension sur l'échiquier pour le vriller. Et puis vlan, la dame frappait. Les tours en bas de l'échiquier, d'abord bloquées mais prêtes, accumulaient la pression, puis la relâchaient d'un coup. Dans les cours de sciences, mademoiselle Hadley avait parlé d'aimants, de lignes de force. Bess, qui était sur le point de s'endormir d'ennui, s'était soudain réveillée. Lignes de force, les fous sur les diagonales, les tours sur les lignes. Les places dans la classe pouvaient faire comme les cases. Si le petit rouquin appelé Ralph était un cavalier, elle pouvait le prendre et le faire bouger de 2 cases vers l'avant et d'une sur le côté pour le poser sur la chaise vide à côté de Denise. Ça mettrait Bertrand en échec, qui était assis au premier rang et qui était, avait-elle décidé, le roi. Elle sourit en y pensant. Jolene et elle ne s'étaient pas parlé depuis plus d'1 semaine, et Bess ne s'était pas autorisée à pleurer. Elle avait presque 9 ans, et elle n'avait pas besoin de Jolene. Peu importait ce qu'elle ressentait, elle n'avait pas besoin de Jolene. « Tiens, » dit M. Scheibel. Il lui tendit quelque chose dans un sac en papier kraft. C'était dimanche, et il était midi. Elle ouvrit le sac. Il contenait un gros livre à reliure souple. Les ouvertures modernes aux échecs, de Richard Clewin Griffith et John Herbert White. Incrédule, elle commença à le feuilleter. Il était plein de longues colonnes de notation verticales. Il y avait des petits diagrammes d'échiquier et des titres de chapitres comme « Les ouvertures du pion de la dame » et « Les systèmes de défense indiens ». Elle leva les yeux. Il la regardait d'un air noir. « C'est le meilleur livre pour toi, » dit-il. « Tu y trouveras ce que tu veux savoir. » Elle ne dit rien, mais s'assit sur sa caisse à bouteilles de lait devant l'échiquier, serrant le livre sur ses genoux, prête à jouer. Le cours de littérature était le plus pénible de tous, avec la lente voix de M. Espérault, et les poètes affublés de noms comme John Greenleaf Whittier et William Cullen Bryant. De là, sous la rosée tombante, tandis que les cieux luisent des derniers pas du jour. C'était stupide, et il lisait soigneusement chaque mot à voix haute. Elle tenait les ouvertures modernes aux échecs sous sa table, pendant que M. Espérault lisait. Elle étudiait les variantes l'une après l'autre, les jouant dans sa tête. Au bout de 3 jours, les notations P4R, C3FR surgissaient dans son esprit vif sous la forme de pièces concrètes sur des cases réelles.
Elle les voyait sans peine. Elle n'avait pas besoin d'échiquier. Elle pouvait rester assise là avec les ouvertures modernes sur les genoux, sur la jupe de serge plissée du foyer Methuen, et pendant que M. Espéraud bavassait sur l'ouverture d'esprit que la grande poésie nous offre, ou lisait à voix haute des vers comme « À l'homme qui dans l'amour de la nature entre, en communion avec ses formes visibles, elle parle une langue variée. » Les coups des parties d'échecs se matérialisaient devant ses yeux mi-clos. En fin d'ouvrage se trouvaient les notations complètes de quelques parties classiques, jusqu'à des abandons au 27e coup, ou des pattes au 40e, et elle avait appris à déplacer les pièces au fil de leur ballet entier, retenant parfois sa respiration devant l'élégance d'une attaque combinée, ou d'un sacrifice, ou de l'équilibre contraint des forces en présence. Et elle avait constamment l'esprit focalisé sur la victoire, ou sur la possibilité de la victoire. Aux heures les plus gaies de cet homme-là, elle a la voix de la joie, et un sourire, une éloquence de la beauté, lisait M. Espéraud, pendant que l'esprit de Bess dansait, émerveillé sur la géométrie rococo des échecs, ravi, enivré, se noyant dans les permutations somptueuses qui s'ouvraient à son âme et auxquelles son âme s'ouvrait. « Blanchette !» siffla Jolene alors qu'elle sortait du cours d'histoire. « Négresse !» siffla Beth en retour. Jolene se figea et se retourna pour la fixer du regard. Le samedi suivant, Bess prit 6 cachets et s'abandonna à leur chimie suave, une main sur son ventre et l'autre sur sa chatte. Ce mot-là, elle le connaissait. C'était une des rares choses que sa mère lui avait apprises avant de fracasser la Chevrolet. « Essuie-toi !» lui disait-elle dans la salle de bain. « N'oublie jamais de t'essuyer la chatte. » Bess bougea les doigts de haut en bas, comme Jolene l'avait fait. Ça ne lui faisait pas de bien. Pas à elle. Elle éloigna sa main et replongea dans le bien-être mental des cachets. Elle était peut-être trop jeune. Jolene avait 4 ans de plus et un duvet de poils qui commençait à pousser à cet endroit-là. Bess l'avait senti. « Bonjour, Blanchette !» dit Jolene doucement. Elle avait le visage détendu. « Jolene !» dit Beth. Jolene se rapprocha. Il n'y avait personne dans les parages, elles étaient seules. Elles étaient dans le vestiaire après la gym. « Qu'est-ce que tu veux ?» dit Jolene. « Je veux savoir ce que c'est qu'un susbite. » Jolene la fixa un instant, puis elle rit. « Merde, dit-elle, tu sais ce que c'est que la bite ? » « Non, je crois pas. »« Le truc qu'ont les garçons, à la fin du livre d'hygiène, comme un pouce. » Beth acquiesça. Elle connaissait cette illustration. « Eh ben, chérie, dit Jolene d'un air grave, il y a des filles qui aiment bien le sucer, ce pouce-là. » Beth considéra la chose. « C'est pas par là qu'ils font pipi ?» dit-elle. « J'imagine que ça se lave ?» dit Jolene. Beth s'en alla, choquée, et toujours perplexe. Elle avait entendu parler des meurtriers et des tortionnaires. Chez elle, elle avait vu un jeune voisin battre son chien comme plâtre avec un gros bâton. Mais elle ne comprenait pas comment quelqu'un pourrait avoir envie de faire ce que Jolene avait dit. Le dimanche suivant, elle gagna 5 parties d'affilée. Cela faisait maintenant 3 mois qu'elle jouait avec M. Scheibel, et elle avait compris qu'il ne pourrait plus la battre. Jamais. Elle anticipait toutes les feintes, toutes les menaces qu'il savait déployer. Il n'avait aucune chance de la surprendre avec ses cavaliers, ou de garder une pièce sur une case dangereuse, ou de la gêner en lui bloquant une pièce importante. Elle le voyait venir et pouvait l'empêcher tout en continuant à construire son attaque. Lorsqu'ils eurent fini, il dit « Tu as 8 ans ?»« J'en aurai 9 en décembre. » Il hocha la tête. « Tu seras là dimanche prochain ?»« Oui. »« Bon, sois bien là. » Le dimanche, il y avait un autre homme dans le sous-sol avec M. Scheibel. Il était mince et portait une chemise et une cravate rayée. « Je te présente M. Gantz, du club d'échecs, » dit M. Scheibel. « Du club d'échecs ?» répéta Beth en examinant l'homme. Il ressemblait un peu à M. Schell, sauf qu'il souriait. « Nous jouons dans un club, » dit M. Scheibel. « Et je suis l'entraîneur de l'équipe du lycée, le lycée Duncan, » dit M. Gantz. Elle n'avait jamais entendu parler de ce lycée. « Ça te dirait de faire une partie avec moi ?»
demanda Monsieur Gantz. En guise de réponse, Bess s'assit sur la caisse à bouteilles de lait. Il y avait une chaise pliante installée sur le côté de l'échiquier. Monsieur Scheibel y cala son corps lourd et Monsieur Gantz s'assit sur le tabouret. Il tendit les mains en avant d'un geste vif et nerveux et attrapa 2 pions, un blanc, un noir. Il referma ses mains sur eux, les secoua un moment, puis tendit les 2 mains vers Bess, poing fermé. « Choisis une main, » dit Monsieur Scheibel. « Pourquoi faire ? » « Tu joues la couleur que tu tires. »« Oh !» Elle tendit la main droite et effleura la gauche de Monsieur Gantz. « Celle-ci. » Il l'ouvrit, dévoilant le pion noir. « Désolé, » dit-il. Son sourire mit Bess mal à l'aise. Sur l'échiquier, les noirs étaient déjà du côté de Bess. Monsieur Gantz remit les pions sur leur case, avança son pion en roi 4, et Bess se détendit. Elle avait appris toutes les lignes de la sicilienne dans son livre. Elle déplaça son pion du fou de la dame sur sa 4e case. Lorsqu'il sortit son cavalier, elle décida de jouer la variante Najdorf. Mais Monsieur Gantz était un peu trop fin pour ça. Il était meilleur que Monsieur Scheibel. Néanmoins, au bout d'une demi-douzaine de coups, elle sut qu'il serait facile à battre, et elle s'y appliqua, calmement et sans pitié, le forçant à l'abandon au bout de 23 coups. Il coucha son roi sur l'échiquier. « Tu connais vraiment le jeu, jeune fille ? T'as une équipe ici ?» Elle le regarda d'un air perplexe. « Les autres filles, elles ont un club d'échecs ?»« Non. »« Alors où est-ce que tu joues ?»« Ici. »« Monsieur Scheibel m'a dit que tu faisais quelques parties tous les dimanches. Tu fais quoi entre-temps ?»« Rien. »« Mais comment tu t'entraînes ?» Elle n'avait pas envie de lui dire qu'elle jouait dans sa tête, en classe et dans son lit le soir. Pour le distraire, elle dit « Vous voulez faire une autre partie ?» Il rit. « D'accord, cette fois c'est toi qui as les blancs. » Elle le battit encore plus facilement en jouant l'ouverture Réti. Son livre la décrivait comme un système ultra-moderne. Elle aimait bien la façon dont elle utilisait le fou de son roi. Au bout de 20 coups, elle interrompit M. Gantz pour lui signifier qu'elle allait le mettre mat en 3 coups. Il lui fallut une demi-minute pour le voir. Il secoua la tête d'un air incrédule et il coucha son roi. « Tu es stupéfiante, » dit-il. « Je n'ai jamais rien vu de tel. » Il se leva et se dirigea vers la chaudière où Bess avait remarqué un petit sac de course. « Il faut que j'y aille. Mais je t'ai apporté un cadeau. » Il lui tendit le sac. Elle regarda à l'intérieur, dans l'espoir d'y trouver un autre livre d'échecs. Il y avait un objet emballé dans du papier de soie rose. « Déballe-le, » dit M. Gantz en souriant. Elle le sortit et défit les pliages du papier. C'était une poupée rose vêtue d'une robe à imprimer bleu, aux cheveux blonds, avec la bouche en cul de poule. Elle la regarda quelques instants. « Alors ?» dit M. Gantz. « Vous voulez faire une autre partie ?» dit Bess, tenant la poupée par son bras. « Il faut que j'y aille, » dit M. Gantz. « Je reviendrai peut-être la semaine prochaine. » Elle acquiesça. Il y avait un grand bidon d'huile qui servait de poubelle au bout du couloir. Passant devant en chemin vers le film du dimanche après-midi, elle y jeta la poupée. Pendant le cours d'hygiène, elle trouva l'illustration à la fin du manuel. Sur une page, il y avait une femme et sur celle d'à côté, il y avait un homme. C'étaient des dessins au trait, sans relief. Ils se tenaient tous les deux les bras le long du corps, les paumes des mains ouvertes vers l'avant. Dans le V qu'il y avait sous le ventre plat de la femme, on ne voyait qu'une simple ligne verticale. L'homme n'avait pas de ligne semblable. Ou s'il en avait une, on ne la voyait pas. Ce qu'il avait ressemblait à une petite bourse, avec un machin arrondi qui pendait juste devant. Jolene disait que c'était comme un pouce. C'était la bite de l'homme. Le professeur, M. Hume, disait qu'il fallait manger des légumes verts feuillus au moins une fois par jour. Il commença à écrire des noms de légumes au tableau. Dehors, derrière la grande fenêtre qui se trouvait à gauche de Beth, le camélia du Japon commençait à fleurir. Elle étudia le dessin de l'homme nu, cherchant en vain à percer un secret. Monsieur Gantz revint le dimanche suivant. Il avait apporté son propre échiquier. Il avait des cases noires et blanches, et les pièces étaient dans une boîte de bois tapissée de feutrine rouge. Elles étaient faites en bois poli. Bess en voyait le grain sur les pièces blanches. Elle tendit la main
pendant que M. Gantz les installait, et prit un des cavaliers. Ils étaient plus lourds que ceux auxquels elle était habituée, et avaient un disque de feutrine verte à sa base. Elle n'avait jamais envisagé l'idée de posséder des choses, mais elle éprouvait l'envie d'avoir ce jeu d'échecs. M. Scheibel avait disposé la table à l'endroit habituel, et il sortit une autre caisse à bouteilles de lait pour l'échiquier de M. Gantz. Les deux échiquiers se trouvaient maintenant côte à côte, espacés de 30 centimètres. C'était une journée ensoleillée, et une vive lumière entrait par la fenêtre, filtrée par les petits buissons bordant l'allée qui longeait le bâtiment. Personne ne parla pendant qu'on disposait les pièces. M. Gantz prit doucement le cavalier de la main de Bess et le posa sur sa case. « On a pensé que tu pourrais jouer contre nous deux, » dit-il. « En même temps ?» Il fit oui de la tête. Sa caisse à lait avait été placée entre les deux échiquiers. Elle jouait les blancs dans les deux cas, et dans les deux cas, elle avança son pion en roi 4. M. Scheibel répliqua par la sicilienne. M. Gantz joua son pion en roi 4. Elle n'eut même pas besoin de prendre le temps de réfléchir aux suites possibles. Elle joua ses deux coups et regarda par la fenêtre. Elle les battit tous les deux sans effort. M. Gantz disposa les pièces, et ils recommencèrent. Cette fois, elle joua pion en dame 4 sur les deux échiquiers, puis enchaîna avec pion en fou de la dame 4, le gambit de la dame. Elle se sentait profondément détendue, comme dans un rêve. Elle avait pris 7 calmants vers minuit, et un peu de leur langueur persistait en elle. Vers le milieu de la partie, elle était en train de regarder un buisson aux fleurs roses par la fenêtre, lorsqu'elle entendit la voix de M. Gantz dire « Beth, j'ai bougé mon fou en fou 5. » Elle répliqua rêveusement « Cavalier en C5. » Le buisson semblait luire sous le soleil printanier. « Fou en cavalier 5, » dit M. Gantz. « Dame en dame 4, » répliqua Beth, toujours sans regarder. « Cavalier en fou de la dame 3, » dit M. Scheibel d'un ton bourru. « Fou en cavalier 5, » dit Beth, les yeux toujours fixés sur les fleurs roses. « Pion en cavalier 3. » M. Gantz avait une douceur étrange dans la voix. « Dame en tour 4, échec, » dit Beth. Elle entendit M. Gantz s'inspirer violemment. Au bout d'une seconde, il dit « Roi en fou 1. » « Je fais mat en 3 coups, » dit Beth, sans se retourner. Première mise en échec par le cavalier, le roi a les 2 cases noires et le fou le met en échec, puis le cavalier le met échec et mat. M. Gantz vida lentement ses poumons. « Nom de Dieu !» dit-il.